Bonjour tout le monde, salam alaikum. Alaykoum salam, Moustapha. Vous Bonjour êtes là? madame. C'est bon? Oui, oui, on est là. Bienvenue. Donc, je peux démarrer, c'est bon? Voilà. Donc, je vais démarrer. Dites-moi, vous avez le cours quand? À quelle heure? L'après-midi, vous avez un autre cours? Oui, madame. Est-ce que vous avez un autre cours l'après-midi? Aujourd'hui, pour nous, on a Non? un cours ce soir, Inch'Allah, À quelle Non, heure? non. À quelle à heure? 19h. Très bien, donc voilà. Alors, je vais démarrer. Bienvenue tout le monde. Alors, donc, comme prévu, nous, aujourd'hui, donc, je vais aborder la cryptographie asymétrique, ou ce qu'on appelle encore la cryptographie à clé publique. Je rappelle les principales motivations derrière cette cryptographie à clé publique. C'était que la cryptographie symétrique qu'on vient de finir la dernière fois, il y a un problème de trafic de clés. Alors, le trafic de clés, c'est un grand problème dans la cryptographie symétrique pour l'échanger entre les habilités à l'avoir. Ça, c'est un sacré problème. Seule la valise diplomatique qui est sûre à 100% pour garder la confidentialité de la clé secrète. Bon, ça, c'est un problème qui a donc été à l'origine des motivations pour la naissance de ce nouveau modèle de cryptographie qui est la cryptographie à clé publique. Donc, voilà. Malgré que, je vais dire une chose très importante aussi, c'est que les systèmes cryptographiques à clé secrète sont pratiquement sûrs et ils sont très efficaces en termes de calcul. Mais comme j'ai dit, malheureusement, ils sont très, très limités par rapport aux problèmes d'échange de clés, etc. Et en plus, bon, ils sont destinés plus pour le chiffrement des textes ou des messages de grande taille. Voilà, donc par contre, la cryptographie asymétrique, on va voir aujourd'hui, même si elle est très efficace et il n'y a aucun problème dans l'échange de la clé secrète, mais elle est plutôt destinée pour des messages très courts et donc plutôt pas pour les messages de longue taille. Et elle est aussi donc destinée pour les signatures, les certificats, etc. Il y a quelqu'un qui dois accepter. Voilà. Donc, comme j'ai dit, donc voilà, la question qui s'est posée avant de donner la naissance à la cryptographie à clé publique, c'est comment établir donc une communication sécurisée entre deux entités sans échange préalable de clés secrètes. Ben ça a été résolu par la cryptographie asymétrique. Je vous dis que ceux qui ont mis au monde la cryptographie asymétrique, c'est Diffie and Hellman. C'était en 1976. Ce sont eux qui ont défini les systèmes cryptographiques à clé publique. Et ils ont même donc construit un protocole d'échange de clés, symétriques, mais par la cryptographie asymétrique. Voilà, donc ça c'était les premiers concepteurs de la cryptographie asymétrique. Ce sont Diffie et Hellman, mais je ne vais pas commencer par le protocole de Diffie et Hellman. Je vais commencer plutôt par l'algorithme ou le cryptosystème RSA, oui, en premier. Donc, le RSA, parce que vous aurez besoin de RSA pour la suite, pour les TD, pour les TP, donc il faut avancer. Donc, en général, je démarre toujours par le RSA et après, El-Gamal, et après, je vais aborder le protocole Diffie-Hellman. Alors, donc, voici, je vais vous donner le schéma qui vous explique plus clairement la notion de la cryptographie asymétrique. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est bon? Non, madame. Non, Vous ne madame. le voyez pas, vous auriez dû me le dire. Oui, je sais, justement, j'ai commis une bêtise. J'ai oublié de cliquer sur présenter maintenant. Vous voyez ce que j'ai fait? C'était juste une introduction. Non, vous m'avez C'était juste une rien dit. introduction, madame. Il fallait me le dire. Non,
On a cru que c'était une introduction pour le coup. Non, non, parce que alors, j'ai commencé à présenter, mais je n'ai pas cliqué sur présenter. Voilà. Là, regarde. Ah, couché, c'est bon. Donc voilà, je vais redémarrer. Je vais redémarrer Madame, pour. rapport à دوك اللي Oui, pardon? Oui, وي مادام Adnan? rapport à دوك اللي كيدخلوا باسكو Oui, كيتسنى من قبيله كيتسنى oui, j'accepte, hein, j'accepte. كيتسنى Oui, من قبيله كيتسنى oui, j'accepte. Oui. داكور Bonjour, madame. داكور ميرسي مدام Voilà, donc voilà, je vais quand même rediffuser depuis le début, hein, parce que pour moi, j'avais déjà cliqué sur présenter. Voilà, donc ça, c'était, j'ai parlé de la motivation. Bon, j'ai expliqué la motivation. Donc derrière, j'ai dit le trafic de la clé secrète. Ça pose un grand problème. Donc tout ça, c'est noté ici, hein. Voilà. Donc ça a été dit. Maintenant, je vous donne le schéma qui explique et qui met en évidence le principe de la cryptographie asymétrique. Alors, regardez le schéma, vous le voyez maintenant. Tout le monde regarde le schéma. C'est ça? Oui, وي madame. مدام Oui, madame. Voilà. Oui. Alors, voici le principe donc, de la cryptographie asymétrique. Donc, la cryptographie asymétrique, elle utilise deux clés. Une clé secrète, privée, et une clé publique. Voilà la différence. Donc, une clé avec laquelle on va chiffrer qui est différente de la clé avec laquelle on va déchiffrer. Contrairement à la cryptographie symétrique, dans laquelle la même clé est utilisée pour chiffrer et pour déchiffrer. Voilà donc, regardez le schéma. Les protagonistes habituels, vous les connaissez, c'est Alice et Bob. Alors, Alice, donc, elle veut envoyer un message à Bob, qui est le destinataire. La clé publique, elle est en général déposée dans ce qu'on appelle un annuaire. Elle est là. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je veux vous dire aussi une chose qu'il faut retenir dès maintenant, c'est que cette clé publique, maintenant, c'est le destinataire qui l'a créée. Donc, c'est Bob qui a créé la clé publique, c'est lui. Et il va la déposer dans ce qu'on appelle un annuaire pour que tous les correspondants qui vont échanger des communications et des messages avec vont l'utiliser. Donc, ils vont dans l'annuaire, ils vont récupérer cette clé publique que Bob avait, donc que le destinataire avait créée. Donc, Alice va l'utiliser. Donc, pourquoi on l'appelait justement clé publique? Clé publique parce qu'elle est vraiment publique au vrai sens du mot, hein. Donc, voilà, Alice va l'utiliser pour chiffrer son message. Une fois ayant récupéré le message chiffré, Bob dispose aussi d'une clé privée avec laquelle il va déchiffrer. Donc, Bob, en même temps, j'insiste encore sur cette notion-là, Bob, lorsqu'il a créé la clé publique, il possède une clé secrète que lui seul possède. Lui seul, même pas Alice, elle ne la connaît. Personne ne la connaît, aucune entité ne connaît la clé privée de Bob. Voilà ce qui est intéressant dans l'histoire. Il faut retenir ça une fois pour toutes. Donc Bob, il est seul en possession de sa clé privée, ou encore on dit clé secrète, ou clé privée. Bon, on utilise plus le mot clé privée dans la cryptographie asymétrique. Donc, Bob va déchiffrer parce que lui seul, il est en possession de sa clé privée. Voilà donc le principe. C'est pour ça que vous voyez ici, l'équation fondamentale, c'est que la clé d'encryption, c'est-à-dire la clé de chiffrement, est différente de la clé de déchiffrement. Donc, on va chiffrer par une fonction de chiffrement qu'on désigne par E, encryption, et on va donc obtenir le message chiffré C. Pour déchiffrer, on va utiliser la clé du déchiffrement qu'on note 4D et la fonction D de déchiffrement. Voilà. Donc, KE, elle est publique, elle est connue de tous. Bien sûr, on ne va pas la trouver dans la rue, il ne faut pas exagérer, mais elle est connue et elle va être bien sûr publiquement connue par tous qui vont faire des échanges et donc qui vont
voilà, des échanges, des communications avec le destinataire. Bon, par analogie, hein, suivant, on va faire une analogie dans la vie courante, c'est genre boîte aux lettres. Hein. La boîte aux lettres, tout le monde peut envoyer du courrier à Bob. Donc, Bob, il a une boîte aux lettres, tout le monde peut envoyer. Mais seul Bob peut retirer le courrier. Voilà, seul. Et seul Bob peut lire ce courrier. Voilà. Alors, il y a dans la cryptographie asymétrique, il y a un recours à certaines notions mathématiques que l'on va utiliser. Par exemple, le théorème d'Euclide, ça on l'a déjà utilisé, si vous vous rappelez, dans le chiffrement par décalage, dans le chiffrement affine, etc. On va faire aussi appel au théorème de Bézout, on l'a déjà fait, et l'algorithme d'Euclide étendu, on l'a déjà vu. Et la fonction indicatrice de l'aire, elle est très importante. La fonction indicatrice, je rappelle, d'un nombre n, c'est le nombre de nombres premiers avec n, avec l'entier n, et qui sont compris entre 1 et n, une égalité large, au sens large. Voilà, je rappelle ce que c'est que la fonction indicatrice que les mathématiciens suisses Euler avaient définie. Alors, les propriétés de la fonction indicatrice de l'aire, on va les utiliser, et un petit théorème de Fermat aussi sera utilisé ici. Alors, avant d'aborder le cryptosystème RSA, on a besoin aussi de certains prérequis mathématiques tels que l'exponentiation modulaire rapide. On a fait recours à ce théorème d'exponentiation rapide modulaire qui permet de calculer rapidement une puissance, voilà, et d'une manière très efficace pour ne pas faire des redondances dans les calculs et gaspiller du temps. Alors, ce qui est vraiment bête, si on va gaspiller du temps, et donc éviter les redondances de calcul. Par exemple, je vais vous expliquer ce principe d'exponentiation rapide modulaire. Alors, vous voulez calculer a à la puissance e. Alors, cette puissance e, si elle est paire, bon, on va utiliser d'abord ces deux notions-là, hein, c'est-à-dire c'est une autre mise en forme de a à la puissance e parce qu'on va l'utiliser. Alors, si vous avez e est paire, on a intérêt à écrire a à la puissance e sous la forme a à la puissance e sur 2, le tout au carré. Voilà. Si vous vous rappelez, le calcul de puissance, si vous avez a à la puissance e sur 2 au carré, il suffit de multiplier e sur 2 fois 2 et ça vous donne a à la puissance 2. De même, si e est impair, on va utiliser cette notation, on en a besoin. Si e est impair, donc on va écrire e, c'est e moins 1 plus 1, le tout sur 2. Donc on peut écrire c'est e moins 1 sur 2, le tout au carré. Voilà. E moins 1 sur 2. Voilà. Alors, l'algorithme d'exponentiation rapide modulaire, il se base sur le principe suivant. Il y a encore quelqu'un qui va... Voilà, j'accepte. L'algorithme d'exponentiation rapide modulaire se base sur le principe suivant. On va décomposer E en binaire. Alors, donc, on va décomposer l'entier E en binaire. Et si vous vous rappelez, voici l'écriture après la décomposition en binaire. Alors, après la décomposition en binaire, on obtient E, c'est somme de i égale 0 jusqu'à un certain cas, EI 2 à la puissance i. Alors, ceci va nous aider dans le calcul de la puissance. Donc, on aura besoin de cette formule-là pour calculer a à la puissance e, en utilisant la relation a à la puissance 2i plus 1, c'est-à-dire c'est le i, on va ajouter à i un ici, hein, c'est le i, on va lui ajouter un 1. Mathématiquement, cette relation, si vous vous rappelez, d'après les propriétés des puissances, c'est a à la puissance de i, le tout à la puissance 2, parce qu'il suffit si vous voulez faire le calcul de cette puissance au carré, il suffit de multiplier 2 à la puissance e par 2, vous obtenez 2 à la puissance i plus 1. Donc, toutes ces relations-là vont être utilisées. D'où, étant donné que lorsqu'on décompose un nombre en binaire, il peut être écrit sous la forme somme de i égale 0 à k
EI 2 à la puissance I. Bien sûr, le EI, c'est soit égal 1, soit égal 0, hein, parce que c'est une écriture des compositions en binaire. Donc, EI, le EI que vous voyez là, c'est soit 0, soit 1. Donc, on peut en déduire, puisqu'on a 2 à la puissance 2i plus 1, c'est A 2 à la puissance I, le tout au carré. Or, E, il est donné par cette formule. Donc, E, puisque c'est une somme, la puissance, on l'a écrit sous forme d'une somme. Donc, A à la puissance E va se traduire en produit. Ça, c'est des propriétés toujours des puissances. Donc, A à la puissance E, c'est le produit maintenant de I égale 0 jusqu'à A à la puissance de I, le tout à la puissance EI que vous voyez là. Voilà, donc tout ça, ça va nous aider en quoi? Vous allez voir, ça va nous aider en quoi? Bon, je donne un petit exemple pour récapituler cet algorithme qui est très, très utilisé dans RSA, dans Elgamal, toute la suite, hein, parce qu'il y a des calculs exponentiels à faire, justement. Alors, donc, par exemple, on veut calculer, regardez ce nombre très grand, et vous allez voir pourquoi des nombres aussi grands. Vous allez savoir pourquoi tout de suite quand j'aborde RSA. Donc, le calcul de 51 447, le tout à la puissance 21 modulo 17. Qu'est-ce qu'on va faire d'abord? Bien sûr, on ne va pas, puisqu'on est dans l'arithmétique modulaire, donc on a intérêt à faire la division euclidienne. D'abord, c'est la première tâche à faire pour simplifier. On ne va pas s'amuser à faire des calculs avec 51 447. Donc, on va faire la division euclidienne par 17, puisqu'on travaille modulo de 7 ici. Le reste, c'est 5. Donc, déjà, regardez ce qu'on a simplifié. Hein. Donc, 51 447, il est équivalent à plutôt à calculer 5 à la puissance 21, parce que 51, je rappelle, ça c'est de l'arithmétique modulaire, 51 447 et 5, ils sont dans la même classe d'équivalence modulo 17. D'où, alors maintenant, puisqu'on veut calculer cette puissance modulo 17, c'est là où on va utiliser l'algorithme que je viens de citer tout à l'heure. 21, on va l'écrire, on va la décomposer en binaire. Donc, en binaire, ça va donner quoi? La décomposition en binaire de 21, c'est 1 fois 2 à la puissance 4, plus 0 fois 2 à la puissance 3, plus 1 fois 2 au carré, plus 0 fois 2 à la puissance 1, plus 1 fois 2 à la puissance 0. Alors, maintenant, c'est là où on va utiliser le fait que cette relation-là, il est très, très importante. C'est-à-dire, regardez, je rappelle la relation aussi, et celle-là, bien sûr. Les deux en même temps sont très utilisés. Ça, c'est une conséquence de la dernière conséquence de la première. C'est-à-dire, si vous voulez calculer A à la puissance 2i plus 1, c'est-à-dire lorsque vous ajoutez une unité, ben c'est équivalent à calculer le carré de A fois de A à la puissance 2 à la puissance I. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, donc, il suffit de calculer les puissances successives de 5 en commençant de I égale 0, comme vous le voyez là, jusqu'à I égale 4. Voilà. Commençons par... Alors, je commence par 5, 2 à la puissance 5 à la puissance 2 à la puissance 0, c'est 5 à la puissance 1, c'est 5. Je passe à 5, 2 à la puissance 1. Quand j'ajoute un 1, je reviens ici, quand on ajoute 1, c'est comme si on fait la valeur précédente au carré. Voilà ce qu'on a fait ici. C'est 5, cette valeur précédente au carré. Ça vous donne 25. 25, c'est par la division euclidienne, ça vous donne, par 17, ça vous donne, il est congru à 8 modulo 17. Voilà. Maintenant, je passe à I égale 2. I égale 2, c'est le 2 que vous avez ici, c'est comme si on a ajouté un 1 à 1 qui est là. Donc, ça fait 5 à la puissance 2 à la puissance 1 plus 1, c'est-à-dire c'est la valeur précédente au carré. La valeur précédente au carré, c'est 8 au carré. 8 au carré, c'est 64. On fait la division euclidienne, ça vous fait 13. Là, pourquoi on va aller à moins 4? Je vais vous dire pourquoi, parce qu'on a intérêt à réduire les nombres. Pourquoi? Pour réduire le temps de calcul. Même, bon, il vaut mieux se trouver avec un nombre négatif ici, parce que le nombre négatif, quand on va le multiplier par 1000, ce n'est pas un souci. Hein? L'essentiel, c'est qu'il soit petit en valeur absolue. Alors, pourquoi 13 égale moins 4?
modulo 17, ça c'est évident, parce que 13 plus 4, c'est 17. 17, c'est 0, c'est la classe 0 modulo 17. Voilà. Donc 13, si vous avez 13 plus 4 congru à 0 égale 0, congru à 0 modulo 17, donc 13 est congru à moins 4. Ils sont dans la même classe d'équivalence. Donc on a intérêt, lorsqu'il y a, il faut le maximum possible réduire les nombres et les rendre petits en valeur absolue. Même si on garde le nombre négatif, il n'y a pas de souci. Hein. Donc, il y a 5, on saute à i égale 4, mais vous pouvez noter le i égale 3. Si on va à i égale 3, c'est comme pour i égale 3, c'est comme si vous allez calculer celui-là au carré. Donc, moins 4 fois moins 4, ça vous fait 16. Et 16, c'est quoi? 16 plus 1. 16 plus 1, c'est 17. Donc, 16 est congru à moins 1 modulo 17. C'est pour ça que ici, quand vous voyez, d'où vous allez vous demander, vous vient de moins 1. Eh bien, ce moins 1, il vient du fait que lorsque i égale 3, je l'ai sauté. Lorsque i égale 3, 5 à la puissance 2 à la puissance 3, c'est moins 1. Voilà. Il y en a moins 4 fois moins 4, 16. 16, il est congru à égale moins 1 modulo 17. Donc, on élève moins 1 au carré, c'est 1 modulo 17. Voilà. Donc, on a calculé toutes les puissances maintenant de 5. Et je reviens à cette formule maintenant. Voici la formule que je vais utiliser. Donc 5 à la puissance, voilà, 5 à la puissance 21 finalement. 5 à la puissance 21, c'est 5 fois 2 à la puissance 4 fois 5 fois 2 à la puissance carré fois 5 fois 2 à la puissance 0. Donc c'est 1 fois moins 4 fois 5. Ça vous fait moins 20. J'ai dit on a intérêt toujours. Bon, maintenant chercher des nombres plus petits. Bon, moins 20, là, il est congru à 14, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'en fait, moins 20, tout simplement, moins 20, c'est égal à 17 fois moins 2 plus 14. Ben parce que toujours, même le quotient peut être négatif dans l'arithmétique modulaire, les quotients peuvent être négatifs, mais les restes, attention, les restes dans la division euclidienne doivent être par définition positifs et inférieurs strictement à 17. Donc, attention, ça j'ai déjà fait. Hein. Voilà. Maintenant, donc ça c'était pour l'algorithme d'exponentiation rapide que l'on va utiliser bien sûr dans RSA. Hein. Ce n'est pas pour faire joli qu'on a parlé de ça. Alors donc voilà, on va passer maintenant au fameux cryptosystème RSA. Donc c'est en fait RSA, c'est le premier système de chiffrement asymétrique. Il ne faut pas confondre. Oui? Madame, pourquoi vous avez multiplié 17 par moins 2? Oui, la dernière partie. Oui, ici, pardon. Là, j'ai dit d'où vient 14? D'où vient 14? Oui, c'est ça. D'où vient 14? Oui, oui, moins 20, c'est quoi? Parce que moins 20, je vais dire que c'est, si je la divise par 17, c'est 17 fois moins 2. 17 fois moins 2, c'est moins 34. C'est ça? Vous êtes d'accord? Oui. Suivez. Moins 20, c'est quoi? C'est 17 fois moins 2 plus 14. D'accord? C'est-à-dire, si je divise moins 20 par 17, le quotient, c'est moins 2. Le reste, c'est 14. OK? Vous suivez? Oui. Voilà. Moins 20, c'est 17 fois moins 2 plus 14. 17 fois moins 2, c'est 34. Moins 34. D'accord? Moins 34 plus 14, c'est moins 20. C'est bon? C'est bon? Oui. Et alors, maintenant, on avance. Alors, comme j'ai dit, RSA, c'est le premier système de chiffrement asymétrique. Ne mélangez pas, comme j'ai dit tout à l'heure, Diffie-Hellman. Diffie-Hellman, ce sont les premiers concepteurs de la cryptographie asymétrique. Mais par contre, c'est pas un chiffrement, c'est pas un système de chiffrement, le protocole de Diffie-Hellman. Le protocole de Diffie-Hellman dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est plutôt un protocole d'échange d'une clé secrète. Mais RSA, c'est un système de chiffrement. Voilà la différence. Donc, pour distinguer entre le protocole Diffie-Hellman qui a vu le jour en premier et distinguer entre RSA qui a été vu en 1977. Voilà.
Alors, il a été développé au Massachusetts Institute of Technology. C'est le MIT, c'est l'abréviation, c'est MIT aux États-Unis, en 1977 par Ronald Rivest, Adi Shamir et Leonard Adleman. Alors, vous voyez les noms, ils sont très significatifs. Hein? Vous voyez, Ronald Rivest, Adi Shamir et Adleman. Donc, ce sont les génies qui ont mis au monde le premier cryptosystème asymétrique qui est RSA. Alors, RSA, il convient parfaitement pour le chiffrement des fichiers stockés dans des mémoires de masse des ordinateurs et aussi, je vais le dire, donc il préserve la confidentialité des messages et aussi il permet d'une manière très soigneuse et élégante de chiffrer la clé symétrique. On va voir tout ça plus tard dans le PGP et l'envoyer. Voilà. Alors maintenant, on va donc voir comment il est défini, d'abord, ce système RSA. Alors, ce système RSA, il est basé sur un problème difficile, réputé difficile en mathématiques. Quel est ce problème réputé difficile en mathématiques? Eh bien, c'est le problème de factorisation de très grands nombres. De très grands nombres, je dis bien sûr. Parce que s'il y a un petit nombre, bien sûr, on peut lui trouver la factorisation facilement, en un temps rapide. Mais sinon, moi, quand je parle de très, très grands nombres, c'est-à-dire des nombres qui dépassent les 100 chiffres et des nombres qui dépassent 200 chiffres, de l'ordre de 200 chiffres comme ça. C'est là où il y a la difficulté de factoriser ce nombre, c'est-à-dire ça ne peut pas se faire en un temps raisonnable. Voilà, donc RSA, les concepteurs de RSA, ils se sont donc basés sur un problème difficile en mathématiques, qui est le problème de factorisation des grands nombres, pour définir leur système de chiffrement. Comment? Eh bien, de la manière suivante. Alors, comme j'ai dit, maintenant, les choses vont changer. Bob, le destinataire, c'est lui qui va inventer, c'est lui qui va générer une paire de clés. La première, qu'il va définir comme publique, et la deuxième comme clé secrète. Alors, donc, Bob, qu'est-ce qu'il va faire? Bob, il va choisir au hasard deux grands nombres premiers, P et Q. Il va les choisir au hasard, très, très grand. Bob va calculer leur produit, N égale P fois Q. Et il va faire aussi appel à la fonction indicatrice de l'aire. Donc, P et Q sont des nombres premiers. Je rappelle que la fonction indicatrice d'un entier N, j'ai dit par définition, c'est le nombre de nombres premiers avec N, qui sont tels que le PGCD de N et ses nombres égale 1, et qui sont compris entre 1 et N au sens large. Donc, la fonction indicatrice de l'aire, il y a un résultat, un théorème en mathématiques qui dit que si P et Q sont des nombres premiers, alors la fonction indicatrice du produit PQ est P-1 égale Q-1. On ne va pas démontrer ça, comme j'avais dit. Hein. Rappelez-vous ce que j'avais dit. Il y a des résultats que je vais pas qu'on utilise. Hein. Ce n'est pas l'objectif du cours. Il n'y a pas de démontrer des résultats qu'on utilise et qui ont été développés par d'autres mathématiciens. Là, ce n'est pas l'objectif. Par contre, on peut prouver certains résultats, bien sûr, mathématiquement, dans le cas des besoins, pour prouver que la fonction de chiffrement bijectif, injectif, certaines choses qui nous concernent vraiment dans nos systèmes et dans la conception de nos systèmes, bien sûr. Mais sinon, on ne va pas s'amuser à montrer que lorsque N est produit de nombres premiers, la fonction indicatrice, alors c'est le produit P-1, Q-1. Alors, justement, elle a des propriétés très, très intéressantes, cette fonction indicatrice de l'aire en mathématiques. C'est pour ça que RSA, Ronald Rivest, etc., on fait recours à cette fonction et au nombre premier. Voilà. Donc, déjà, Bob, qu'est-ce qu'il va faire? Il va choisir encore au hasard un entier C, de préférence impair. Voilà. Alors, lorsque ce nombre impair, comment il va le choisir? Il va le choisir compris entre 1 et phi de n. Ça, c'est première chose. Et il va le choisir premier avec phi de n aussi, c'est-à-dire le PGCD
de cet entier C et de la fonction indicatrice égale 1. Donc, ils sont premiers entre eux. Ça, c'est le choix de Bob. Et dans les démonstrations, on va voir pour la suite, dans la suite, ça va venir. Hein. Bob calcule l'entier, un entier D, qui est compris aussi entre 1, qui va être compris entre 1 phi de n, tel que le PGCD encore, tel que le produit pardon, de C est égal à 1, c'est-à-dire D, c'est l'inverse de C modulo phi de n. Alors, heureusement, pour nous, on est sûr que l'inverse existe modulo phi de n. Pourquoi? Parce que le PGCD de C et de phi de n égale 1. Voilà, si c'est égal 1, donc cet inverse existe. On l'a vu, hein, on l'a vu dans les séances précédentes. Donc, l'inverse existe. On est tranquille, voilà. Donc, voilà la clé publique de Bob. Par définition, la clé publique, c'est le produit qui est n et le C. Pour chiffrer, exprès, on l'a désigné, je l'ai noté C, pas mal d'ouvrages aussi noté C, pour dire qu'il s'agit de l'exposant de chiffrement. On va chiffrer avec. Alors, n s'appelle le module. Il y a une appellation pour n, il y a une appellation pour C. N, c'est le module RSA. Parfois, on l'appelle aussi dans certains ouvrages modulus, donc, ou bien module, comme vous voulez. Le C, c'est l'exposant du chiffrement. La clé secrète, eh bien, de Bob, c'est le D, avec lequel qui correspond pardon, à l'inverse de C. Et vous allez voir pourquoi, comment il va réussir donc RSA, le concepteur RSA, à chiffrer. Donc voilà, nous avons défini la clé publique et la clé secrète. Maintenant, on va voir comment chiffrer. Alors, comment chiffrer? Alice va récupérer la clé publique de Bob, là où elle va la récupérer, un annuaire ou autre, là où on met les clés publiques. Donc, elle va la récupérer, le NC de Bob, et elle va chiffrer le message M qui est compris. Bon, attention, ça c'est très important, soulignez ça aussi et notez sur votre agenda qui est à côté de vous. C'est très important que le M doit être compris entre 0 et N. Parce qu'à cause de certaines propriétés mathématiques qui doivent être respectées et vérifiées. Alors, vous allez me dire certainement, lorsque le message M est supérieur à N, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, bien sûr, il y a la solution à cette question, bien sûr. C'est qu'on va décomposer le message M en des blocs de taille inférieure à N, tout simplement. Voilà. Donc, là, je vais partir avec M inférieur à 0 et N. Quel est le chiffré par définition du message M? Le chiffré, c'est M à la puissance C modulo N. Voilà. C'est-à-dire, on va élever le M à la puissance C, qui est compris entre 0 et N. Et le message chiffré, c'est le résultat. Voilà donc. Alice va envoyer le message chiffré à Bob. Voici donc le chiffrement RSA, comment il est effectué. Alors maintenant, une fois ayant reçu le message chiffré, le destinataire Bob, à son tour, elle doit lui déchiffrer le message, bien sûr, qu'il a reçu de Alice. Comment? Eh bien, de la manière suivante. Alors, comment il va? Donc, Bob, il a reçu le message de Alice, il va tout simplement élever le message à la puissance D et le calcul modulo N. Alors, vous voyez maintenant pourquoi j'ai fait appel à l'algorithme de l'exponentiation rapide. Parce que comme vous le voyez ici, les calculs sont exponentiels. Il y a des calculs de puissance. Il y a plein de calculs de puissance dans l'algorithme RSA, dans le cryptosystème RSA. Donc, il est vraiment inutile et il est très important d'éviter la redondance dans les calculs et de gaspiller de temps dans le calcul. Donc, il faut toujours savoir récupérer des résultats précédents et des calculs précédents qui ont été calculés pour les utiliser. Voilà, c'est très économique. Donc, bon, par rapport au temps, c'est sûr. Hein. Donc, en effet, alors là, je vais vous montrer pourquoi justement le D permet de déchiffrer. Voilà, ça c'est prouvé mathématiquement. Regardez une petite démonstration ici que j'ai notée. Donc, en effet,
pourquoi C à la puissance D permet d'obtenir ou de récupérer le message en clair M mod N? Eh bien, sachant que vous avez C et D sont congrus égale 1 modulo phi de N. Alors, puisque C, D, je le rappelle ici, hein, voilà, ça, hein, je rappelle, PGCD de C avec phi de N égale 1, c'est-à-dire que CD égale 1 mod phi de N. Donc, tout ça, on peut dire que, puisque CD égale 1 mod phi de N, ça veut dire qu'on peut écrire CD égale, il existe un entier K, tel que CD égale 1 plus K fois phi de N. Tout simplement parce que CD égale 1 modulo phi de N. Donc, c'est la division euclidienne tout simplement de CD par phi de N. La division euclidienne de CD par phi de N nous permet de dire qu'il existe un K qui appartient à Z, un entier relatif. J'ai dit les quotients peuvent être négatifs, bien sûr, tel que CD égale 1 plus K phi de N mod N. Voilà. Alors, le calcul de puissance me permet de décomposer ce M à la puissance 1 plus K phi de N et écrire que c'est égal à M à la puissance A multiplié par M à la puissance phi de N, le tout à la puissance K. Voilà. Alors, le résultat maintenant que vous devez savoir et que je vous demande de vérifier chez vous, on va le corriger en exercice, c'est de montrer, c'est pas compliqué, mais on va utiliser le fait que phi de N est la fonction indicatrice de l'air, etc. Donc, c'est là où on va utiliser le fait que phi de N, c'est là où son rôle va être joué, c'est que M à la puissance phi de N, il est congru à 1 modulo et congru à 1 modulo N. Voilà, notez-le. Alors, je demande de vérifier, s'il vous plaît, notez-le, que M à la puissance phi de N est congru à 1 modulo N. D'où, puisqu'il est congru à 1, donc le tout à la puissance K est aussi congru à 1, donc ce produit est congru à M mod N. Voilà, donc on récupère effectivement le message M. Voilà donc, RSA, les concepteurs de RSA, chaque chose qu'ils ont utilisé, chaque facteur qu'ils ont utilisé, ça a un sens et c'est qu'il est utile. Hein. Un petit exemple pratique, hein, rien que pour vous montrer ce qu'on peut faire. Par exemple, je vais prendre P égale 47. P égale 47. Et je vais prendre dans Q égale 59. Voilà, donc le produit, bien sûr, va vous donner 2773. Voilà. Alors, bien sûr, attention, on ne va pas s'amuser. Hein. En réalité, j'ai dit, là, on prend des P et Q très, très grands. Hein. C'est pas, ça, c'est qu'un exemple, tout simplement pour vous montrer comment le calcul se passe, ni plus ni moins. Donc, voilà, ce sont deux nombres premiers, 47, 59. Leur produit N, c'est 2773. Donc, 2773, ça va être la clé publique, voilà, de Bob. Maintenant, Bob, on va se dire qu'il va choisir un C qui est donc premier avec phi de N. Phi de N, bien sûr, c'est la fonction indicatrice. J'ai dit puisque P et Q sont premiers, phi de N, c'est le produit 46 fois 57. Bon, je pense que c'est pas très important, j'ai même pas, ça va donner 2668. Bon, mais l'important, c'est de savoir que ici, la clé publique, c'est 2773. La fonction indicatrice de l'air, ça vous fait 46 fois 58, bon, c'est 2668. Alors, on va choisir par exemple, C égale 17. Bon, 17, déjà, c'est un nombre premier, donc il est premier avec n'importe quel nombre. Hein. Donc, on va calculer par l'algorithme d'Euclide étendu. Ça, on l'a déjà fait, hein, je le rappelle, on l'a corrigé durant la première série. On a montré que par Euclide étendu, on peut, et la formule de Bezout me permet de trouver l'inverse de ce nombre 17. Voilà. Donc, on a fait, grâce à Euclide étendu, on va trouver que D égale 157. Voilà. Donc, la clé publique de Bob, c'est 17 2773 et sa clé privée, c'est D égale 157. Alors, voilà comme application. Donc, le message M, c'est 66. C'est un nombre qu'on a pris décimal égale 66. On va l'écrire sur 8 bits. On va travailler avec le code ASCII. Donc, on va écrire les nombres
كلهم sur 8 bits. Alors, sur 8 bits, l'écriture sur 8 bits, ça vous donne 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0. Donc, voilà. Il est inférieur, bon, là par hasard, on a trouvé qu'il est inférieur à n. Oui, il est inférieur, donc c'est bon. Si c'est supérieur, on va décomposer. Hein. Je vais vous montrer en exercice, c'est la série numéro 4. Je vais vous montrer comment on va calculer lorsque m est plus grand. Donc, on va décomposer en plusieurs, en des blocs de nombres où chaque nombre est inférieur à n. Chaque bloc est un nombre inférieur à n, tout simplement. Donc, on élève, c'est là où on va calculer, utiliser l'exponentiation rapide modulaire. 66 à la puissance 17, c'est là où vous devez l'utiliser. Et donc, ça vous donne 872. Déchiffrement, ben, si vous voulez déchiffrer, vous élevez on élève à la puissance d, c'est 872 à la puissance 157. Là encore, faites appel à l'exponentiation modulaire et on va trouver que c'est 66. Voilà. Donc, c'était plus ou moins donc ça l'algorithme de RSA. Donc, il tient toujours le monopole. Il est là, il est toujours robuste. Mais sauf que, attention, avec, je le dis hein, malheureusement, mais ce n'est pas trop pour bientôt, hein, c'est l'arrivée de la cryptographie quantique. Et les ordinateurs aussi quantiques, attention, les ordinateurs quantiques, lorsqu'ils vont voir le jour, c'est toute cette cryptographie qui est basée sur des problèmes difficiles en mathématiques. Pourquoi difficile? Parce que le temps de trouver la solution est exponentiel et n'est pas raisonnable. Voilà, ne se fait pas en un temps raisonnable. Donc, l'arrivée des ordinateurs quantiques met en danger tous les problèmes, malheureusement, aussi qui sont réputés, basés sur des problèmes réputés difficiles. Voilà. Donc, mais pour le moment, attention, hein, l'ordinateur quantique est encore loin hein, d'être utilisé parce que ça demande son usage, demande beaucoup d'un conditionnement vraiment spécial et bon, toute une histoire, ça. Alors, donc, voilà, je dis un mot, je vais dire un mot par rapport à la sécurité. Il est toujours là, il est toujours sécurisé, il est utilisé, très utilisé dans la cryptographie hybride. Il est très utilisé, pourquoi? Parce que c'est grâce à RSA qu'on peut, par exemple, chiffrer par un algorithme symétrique, parce qu'en fait, le chiffrement par algorithme symétrique ne demande pas beaucoup de calcul comme vous le voyez. Regardez, si on veut chiffrer avec RSA, alors ce n'est pas évident parce qu'il y a des calculs de puissance. Hein. Alors les puissances sont très coûteuses. Il y a des exponentiations là que vous voyez. Donc, ce n'est pas vraiment évident de calculer hein, et de chiffrer des textes lents avec des algorithmes comme ça. Hein. Donc, on a intérêt à hybrider. Pourquoi hybrider? Parce que justement, les algorithmes symétriques sont rapides dans leur calcul et pour chiffrer, ils sont rapides. Donc, on les utilise pour chiffrer et on prend la clé et on l'envoie par RSA. Voilà, on va l'envoyer, on va la chiffrer par RSA. Bon, ça, c'est une autre histoire qu'on va voir. Ça, c'est l'objectif du TP. Hein. Monsieur Lihiaoui, le professeur Lihiaoui, qui vous encadre dans les TP, il va, Inch'Allah, très bientôt, donc vous aider à implémenter RSA et ensuite, donc, implémenter le fameux cryptosystème hybride qui est le PGP. Donc, un mot, j'ai dit sur la sécurité, j'ai dit, il tient toujours le monopole, bien sûr. Et actuellement, on est à 200 chiffres, même peut-être plus. Hein. Je pense qu'on a dépassé 200 chiffres dans RSA. Hein. Il y a même, on est passé à l'usage de plus de 250 chiffres comme ça. Hein. Donc, voilà. Mais malheureusement, là aussi, attention, il y a aussi des valeurs qu'il ne faut pas utiliser. Par exemple, voilà, j'avais donné toujours un problème très intéressant aussi dans ce sens. Ça me rappelle l'algorithme qu'on a vu le problème du DES, lorsqu'on a déterminé les clés faibles du DES. Là encore, pour RSA, il y a une valeur des valeurs qu'il ne faut pas utiliser. Par exemple, on a démontré
que si la clé secrète est de l'ordre de racine quatrième de n, attention, l'algorithme RSA est attaqué. On l'a attaqué grâce à l'algorithme des fractions continues. On les appelle l'algorithme LLL. Pourquoi? Parce qu'en fait, grâce à cet algorithme LLL, il nous permet de calculer le D à partir de N et de E. Et ça, c'est la casse totale. Hein. Lorsqu'on récupère la clé privée, c'est vraiment la casse totale. Donc, on a intérêt à ne pas avoir une valeur qui est inférieure à racine quatrième de N. Donc, celui qui est en train de concevoir la clé privée et de mettre en place la clé publique, il faut qu'il soit prudent et dépasser donc la racine quatrième de n lorsqu'il est en train de mettre en place la clé secrète ou la clé privée de son cryptosystème RSA. Voilà, donc ça a été pour RSA. Donc je ne veux pas aborder tout de suite El Gamal. Je vais laisser pour la séance prochaine, Inch'Allah. Donc si vous avez des questions, allez-y, je suis là. Donc, ça, c'était RSA. Allez-y si vous avez des petites questions. Oui, madame. Oui. Donc, on dit que RSA, c'est pour résoudre le problème de travail de la clé. Il a résolu ce aussi. Il a résolu en partie ce. Parce qu'on peut l'envoyer avec RSA qui est un algorithme asymétrique. Oui. Oui. D'accord. Oui, bien sûr. Il a résolu ce problème. Donc, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est difficile comme j'ai dit, malgré qu'ils sont très robustes, c'est le gars que vous voyez, c'est robuste. Alors, il est basé sur un problème difficile en mathématiques. Donc, c'est vraiment difficile de déterminer les P et les Q et de le trouver. Mais pour chiffrer, malheureusement, pour chiffrer des messages de grand texte, il n'est pas du tout commode, ce n'est pas pratique. On ne peut chiffrer, par exemple, on peut chiffrer avec RSA, on peut chiffrer à la rigueur maintenant les clés, les codes PIN, les cartes bancaires, d'accord? On peut chiffrer des petits messages de petite taille, d'accord? C'est des messages de petite taille, des codes PIN, etc., mais des clés. Mais sinon, les messages de gros, t'imaginez les messages de grande taille, non, on ne va pas s'amuser à les chiffrer avec RSA, d'accord? Mais donc, c'est pour ça que aussi, on a donné naissance à la cryptographie hybride. Elle a résolu donc ce problème. En même temps, on utilise le chiffrement symétrique pour chiffrer, et cette clé, donc au lieu parce que pour qu'elle soit en même temps, là on voyait chaque fois et qu'elle soit en possession de toutes les habilités, c'est pas vraiment commode, c'est pas du tout évident. Hein. Voilà, donc RSA, je dis qu'il a résolu pas mal de problèmes, mais il utilise des idées pour chiffrer, mais sauf les petits messages, des nombres, des codes, des petits messages de petite taille. Sinon, comme vous le voyez, je trouve les puissances. Hein. Les puissances, et attention, hein, c'est des grands nombres, ce n'est pas de la rigolade. Voilà, donc, je reviens pour vous dire aussi que vous aurez, Inch'Allah, une troisième série. Il s'agit donc de RSA El Gamal. Moi, je ne vais pas commencer El Gamal et ne pas le terminer, hein, parce que je compte m'arrêter à 16 heures. Sinon, si vous avez des questions, même concernant les autres exercices ou le cours précédent, allez-y. Madame, oui. Pour le chiffrement RSA, madame, oui. Alice, c'est celui qui chiffre le message, n'est-ce pas? Oui, Alice, oui. Avec quelle clé? Clé privée ou bien? Oui, non. Rappelez-vous ce mot-là. Clé secrète ou publique? Ah oui, là, la clé publique, bien sûr. Le mot public en français, c'est au vrai sens du mot, il est utilisé ici. C'est public, la clé. Oui. Mais comment il obtient la clé publique à partir du mot? C'est l'objet du troisième cours, du quatrième cours. C'est l'objet du 4, c'est les certificats. Hein. Il y a ce qu'on appelle les certificats. Oui, les certificats, c'est grâce aux certificats
qu'on peut avoir la garantie et la sécurité et l'obtention de la clé publique. Voilà. Ah, ok. Ah oui, c'est le rôle des certificats. Et le PGP que vous allez voir, là, il génère aussi des certificats. Il permet donc aussi de générer, de donner la clé publique. Mais la clé secrète, là, elle doit rester en fait en possession de Bob. D'accord? Donc, Alice, personne, les autres correspondants ne peuvent pas dévoiler, ne peuvent avoir aucune information sur la clé secrète. C'est bien. Donc, de poser les questions, c'est bien pour bien comprendre. Sinon, il y en a d'autres? Il y a d'autres? Madame, pour Oui. l'exemple, Oui. un flux de chiffrement, c'est la puissance D mode N. Mais il je pense qu'il y en a une Pardon? mode N. Il y a 2773. Oui, mais في الكور جو بونس في الكور في السلايد اللي قبل كاين Oui. ام مود ان شوف خمو Non, le chiffrement, attention, Nati. On va montrer le chiffre. Je reviens. Regardez, regardez. Mode N. Tu as vu? C égale M à la puissance C, mode N. Ça, c'est le chiffrement. Le déchiffrement, c'est aussi mode N. Mais lorsqu'on va, c'est au cours de la démonstration, c'est là où on a besoin de phi de N. C'est là où on a besoin de phi de N. D'accord? Et on a besoin du fait aussi que phi de N est, que D est premier. Non, c'est-à-dire le produit de CD égale 1 mode phi de N. C'est le produit CD qui est égal à 1 mode phi de N. Donc, ne mélangez pas. Et on en a besoin. Pourquoi? Parce que c'est là où réside le secret. Donc, c'est là que je vous ai demandé de vérifier. Pourquoi M à la puissance phi de N est congru à 1 mode N. Mode N. D'accord? Alors, donc, ne mélangez pas. Je reviens à la slide où il y a phi de N. Je reviens. Regardez ici. Regardez. C, il est compris entre 1 et phi de N strictement. Et C est premier avec phi de N. Donc, heureusement que C et phi de N sont premiers. C'est ce qui me permet de dire que, d'après la formule de Bezout, etc., je me permets de dire que C, il a un inverse modulo phi de N. Modulo phi de N. Donc, là, c'est là où on a besoin de modulo phi de N. Mais sinon, dans le chiffrement et dans le déchiffrement, c'est mode N. Donc, ne mélangez pas les choses, s'il vous plaît. OK? D'accord? D'accord, merci madame. C'est bon. Et rappelez-vous la condition. Rappelez-vous cette condition. D'ailleurs, cette condition, on va l'utiliser pour la série. Hein. Je vais vous donner la série sur laquelle vous allez travailler ces jours-ci. Donc, ça sera une application directe de RSA aussi et d'Elgamal. Voilà. Donc, Elgamal, je vais dire un petit mot si vous voulez. Bon, si c'est Elgamal, il est basé sur le problème. Je ne sais pas si vous avez vu, vous connaissez le problème difficile en mathématiques et le problème discret, logarithme discret. Est-ce que vous l'avez vu en mathématiques? Non? Le problème du logarithme discret. Est-ce que vous le connaissez? Non, madame. Non, donc voilà. Donc là, je dois donner la définition encore. D'accord. C'est bon. Il y a d'autres questions? D'autres questions? Par rapport aux exercices, ça va? Vous êtes à jour? Vous avez révisé par rapport aux problèmes? Vous êtes à jour par rapport aux problèmes d'hier, etc.? Pas de souci, ça va? Pour la première série, oui, mais on doit refaire la deuxième et la troisième. Ben, il faut refaire. Pour la première, ça va. Oui, ouais, la dernière, je sais, hein, c'est un problème, je ne dis pas qu'il est évident, hein, c'est un problème qui, ah bah oui, hein, il demande quand même, il demande de la substance grise, hein, ça je le dis. D'accord? Madame, Oui. on n'a pas à voir la correction. Je vais vous l'envoyer, oui, avec la série. Mais sauf que mon écriture, elle est mauvaise, hein, ça je vous le dis, parce que moi, pour moi,
Vous avez assisté, mais malheureusement, vous n'étiez pas là par mauvaise chance. Il n'y avait que, que les étudiants de IPS, de Master IPS qui ont assisté malheureusement. Bon, je vais vous envoyer, bon, si vous n'avez pas compris quelque chose, vous me le dites, parce que mon écriture, je pense que vous allez quand même arriver à déchiffrer mon écriture. Hein. C'est bon, parce que moi, en général, je note sur un brouillon et puis je travaille avec les étudiants, c'est bon. Hein. D'autres questions? Madame, Oui. comment, par rapport au contrôle qu'on fera, c'est la semaine prochaine, c'est ça? La semaine d'après, le début de la semaine d'après. Hein, il se peut même. Non, la semaine sur prochaine, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, bon, aujourd'hui, nous Non, le 19, non, le 18, je pense. Attends, je vais voir je vais voir. Oui, c'est le 18. Je vais voir. C'est la Hein. semaine de 15, du 15. Le 15. Ouais. Oui, la semaine du 15, c'est ça. La semaine du Ouais, c'est 15. ça. La Ouais. semaine du 15, tout à fait, tout à fait. Ouais. Donc, à partir du 15, hein, je vais fixer un jour, parce que je vais fixer un jour à partir du 15, OK? Et madame, il sera en D'accord. présentiel ou ça sera à distance? Ben, moi, on C'est a à déjà distance, dit. Miguel. Oui, On ben, a j'ai déjà discuté ça hier. On a déjà discuté, ben, la plupart préfèrent à distance, mais je n'ai pas encore soulevé le problème avec monsieur professeur Abdallah Idrissi, mais je pense, vous avez dit que lui aussi, il a passé l'épreuve à distance, c'est ça? Oui, madame, ouais, on a passé son module à distance. Très bien. Tous les modules. Madame, ce sera mieux Donc- si on fait l'examen le samedi ou Ou là, le moi soir. aussi, non, moi Le aussi, soir. non, samedi, non. Ça dépend. Samedi, non. Non, non, moi, ça ne me dérange. Samedi, Parce non. qu'on Non, a- non, il y aura des connexions, là. Problème de connexion. Je ne referai jamais ça. Hein. Vous vous rappelez le jour Ou où bien j'ai fait le soir, madame. Ben, le Ou bien soir, on c'est fait saturé. l'examen le soir. Non, Parce il se qu'on peut- a des gens qui vont commencer le stage. Non, Leur pas stage, tout de donc, suite les stages. Mais comment ça, professeur Idrissi, vous a permis de passer des stages tout de Non, suite? je C'est parle pas les de... délais, Je madame. parle, C'est pas les délais, je parle- madame. Ah, parce qu'il y a les Adnan, il y a Ayoub qui parlait Ouais. en Non, même c'est temps. pas Adna qui parle, c'est pas Adna. c'est Ayoub qui parle, madame. Oui, allez-y. Ouais. Alors, Je me suis dit qu'il y a des gens qui vont commencer leur stage, donc ce sera mieux qu'on passe l'examen soit samedi, ouais, en principe. soit un Comment jour au ça? soir. Non, mais je ne comprends pas une chose. Comment peut-on commencer des stages alors qu'on n'a pas validé le semestre? Comment ça? Là, Madame, c'est- parce qu'il y en a des entreprises qui ont obligé, ils ont fixé la date du commencement. du Bon, stage. ils n'ont qu'à. Ben, ça se fait pas. Hein. Honnêtement, je ne suis pas d'accord. Moi, personnellement, mais je vais voir avec professeur Idriss. Bon, rassurez-vous. Sinon, il n'y a pas de problème. Si vous ne pouvez pas faire l'examen samedi, on fait. Le samedi, il y a toujours des problèmes. Anna, je le sais, il y a des problèmes de connexion. Je risque de. On le fait le soir, madame. Le soir, Même soit à le partir soir. de Le 19 heures. soir. Hmm? Enfin, je ne vous garantis pas. Non. Je ne vous garantis pas, sincèrement. Oui. Bon, on verra ça. De toutes les manières, comme je vous ai dit, à partir du 15 février, c'est à partir de cette date-là, vous serez, Inch'Allah, convoqué à un examen, un premier contrôle. Voilà. Si vous avez des D'accord, questions, ça là, marche, n'hésitez pas. Envoyez-moi même. J'ai pas de souci. Envoyez-moi des mails, etc. Il se peut que je vous prendrai aussi. Malheureusement, j'allais vous prendre lundi, mais c'est pas possible. Il se peut que je vous prendrai lundi soir. Ça, c'est possible. D'accord? C'est bon? C'est bon, madame. Bien. Allez. Ah. Oui? Madame, Oui. pour le cours, Pardon? Oui, j'ai est-ce pas que bien pour, entendu. pour le cours ou Est-ce bien que c'est pour... pour le cours? Oui, le cours. Oui, je dois Oui, on avancer. a c'est une ça. séance. On a une séance lundi de IDL, De quelle heure à quelle heure? de 19h, je pense. Ah, Ah oui, j'ai oublié. l'après-midi. Ah, oui.
C'est vrai. On a une séance Bon, pas de avec souci. Madame Ziti. Peut-être je la ferai mardi. Ça vous va? D'accord, mardi c'est bien. Mardi EPS, on a encore avec monsieur Yahyaoui. À quelle heure? À quelle heure? À 19h. Sûr? Oui, Bonjour. في EPS عندنا EPS كل soirée عندنا cours. Je peux vous prendre entre midi et 14 heures, c'est bon? D'accord. Je peux vous prendre entre midi et 14 heures. C'est bon pour avancer. D'accord, madame. Ok, je ferai El Gamal ou Défi Elman et parce qu'il y a quand même les fonctions d'achat, il y a les signatures, il y a le certificat. Et à la fin février, on devra finir, hein, en principe. Fin février, ça lit même les examens. Hein. Ok? D'accord. Madame, Allez. madame, Oui. excusez-moi, bien mais sûr, parce mardi à midi, nous, on sera en cours, IDDL. Encore? Oui, on a un cours de machine learning de 11h jusqu'à, je pense, 14h. Avec Madame Khattabi. Oui, madame. Et le matin, le mardi matin, je ne sais pas si tout le monde est libre. Tout le monde est libre mardi matin? Pour EPS, oui. IDDL? Le matin, nous, on commence à, je pense, à 11h, si tout le monde confirme. On commence à Très 11h. bien, donc on peut démarrer. Madame, ça dépend de Madame Stade. Non, Madame Khattabi, oui, je la connais très bien. Mais c'est pas fixé. Parfois, on commence, Madame, à 9h. Bon, je vais voir avec Madame, elle. C'est bon, oui. Parfois, Oui. on commence le cours machine learning à 9h, soit à 11h. D'accord. Vous parlez avec elle. D'accord, je vais voir et avec comme ça, elle. il n'y aura pas un conflit. Très bien. Je vais voir avec elle comme ça. Si elle préfère y a démarrer à 9h, moi je vous prends à 11h ou l'inverse. OK? Voilà. Pour l'inverse, oui, ça sera mieux. D'accord, merci. OK? Pas d'autres questions? Mal. Ok, Très bien. C'est bon? Non. Allez, révisez pour que vous soyez à jour. Hein. Révisez s'il vous plaît, parce que on va pas tarder pour passer même le deuxième contrôle. Donc, s'il vous plaît, soyez à jour. Hein. Comme ça, on avancera immédiatement. OK? Au fur et à mesure, révisez le cours au fur et à mesure. Allez, je vous laisse. À très bientôt. Merci, madame. Merci, Bonne madame. fin de journée. Allez, merci également.